Je voudrais d'entrée de jeu remercier très sincèrement le professeur Ali Mbaye, qui non seulement s'est rendu disponible pour cette session, mais encore plus a patienté pendant plus d'1 heure dans les corridors à l'extérieur, compte tenu de l'immense retard enregistré. Donc, professeur, vraiment, merci infiniment pour votre patience et votre compréhension. Et en reconnaissance, vous conviendrez avec moi que nous pouvons permettre à monsieur le recteur de prendre tout le temps qui lui sied pour partager avec nous ses réflexions et ainsi nous permettre d'initier le débat, en espérant qu'entre-temps, le représentant de Desjardins International pourra nous rejoindre. Je ne prendrai pas le risque de présenter le professeur Ali Mbaye, qui est, n'est-ce pas, connu à travers non seulement le continent africain pour la qualité de ses réalisations scientifiques, mais aussi son implication dans la formation universitaire, que ce soit en économie ou de façon générale à travers le CAMES, mais aussi une reconnaissance à l'international, puisque le professeur Ali Mbaye est impliqué dans de nombreuses initiatives, y compris avec la Banque mondiale, avec le African Growth Institute aux États-Unis. Donc, professeur, sans prendre trop de temps, j'aimerais vous inviter à partager avec nous quelques réflexions sur la thématique de ce panel, qui porte bien évidemment sur l'entrepreneuriat féminin, la question de l'accès à la finance et puis l'autonomisation des femmes. Si vous pouvez nous aider à situer les enjeux, nous serions très reconnaissants. Professeur. Merci beaucoup, Flaubert, à vous-même pour l'invitation à nous faites. Et merci aussi à l'équipe du CRES, notamment le professeur Abdoulaye Diagne et Fatou Cissé en particulier, non seulement pour l'organisation de cette importante conférence, mais également pour leur contribution substantielle à la réflexion économique et à la réflexion politique et au Sénégal et en Afrique. Alors, il m'a été demandé de parler d'entrepreneuriat féminin et de finances inclusives. Flaubert avait beaucoup insisté pour que je parle le moins possible, sachant certainement que je suis très bavard. Alors, du coup, j'avais juste prévu quelques slides pour introduire les discussions. Et donc, je crois que c'est ce qu'on va présenter et permettre aux discussions de se faire. Je suis très content de me retrouver aujourd'hui dans cette audience, surtout sachant que j'ai de moins en moins l'opportunité de le faire. Alors, le sommaire que je vous propose est ce que vous voyez à l'écran. D'abord, insister sur l'importance de l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Ensuite, parler de la connexion entre l'entrepreneuriat féminin et le secteur informel. Et enfin, parler des obstacles à l'entrepreneuriat des femmes en Afrique. Alors, ce qu'on a noté ces dernières années, c'est un regain d'intérêt pour l'entrepreneuriat féminin partout au monde, en Afrique. Je crois que ce phénomène s'explique essentiellement par le développement de certains outils méthodologiques qui a commencé en fait au début des années 2000. Tout le monde sait qu'au début des années 2000, on a commencé à faire les enquêtes emploi du temps. Le Sénégal vient de réaliser son enquête emploi du temps et j'ai suivi ce que le CRES en a fait comme analyse. Et les enquêtes emploi du temps étaient très utiles pour nous aider à mieux cerner la notion de population inactive, notamment chez les femmes. Parce que comme tout le monde le sait, tout le monde n'est pas compté dans la population active, même les gens qui respectent le critère d'âge, mais qui s'activent dans des professions, dans des activités qui n'entrent pas dans le PIB, ne sont pas considérées comme actives. Et les personnes découragées également qui ne cherchent plus d'emploi ne sont pas considérées dans la population active. Alors, les femmes constituent une part importante de ces populations inactives et les enquêtes emploi du temps nous ont permis de davantage voir ça. L'autre chose, c'est la comptabilité de patrimoine qui a
progressivement pris le pas sur le PIB comme mesure de la production des richesses. Une mesure standard pour évaluer la production des richesses, c'est le PIB. Mais depuis les années 2000 également, autour des années 2000, on a commencé la comptabilité de patrimoine pour mieux mesurer le PIB vert, par exemple. Et avec cette méthode, les contributions des uns et des autres, en particulier des femmes, ont été davantage mises en évidence. Alors, ce qui fait que de plus en plus, il y a des données extrêmement importantes qui mesurent la contribution des femmes dans l'économie en général, dans l'emploi et dans l'entrepreneuriat en particulier. Et donc, on s'est rendu compte que partout, les femmes contribuaient de manière extraordinaire à la création de richesses, et cette contribution avait tendance à s'accélérer depuis cette date-là que j'ai mentionnée. Par exemple, certaines données montrent que 47% de l'ensemble des entreprises créées en 2005 aux États-Unis étaient des entreprises créées par les femmes. Alors, au Canada, le nombre d'entreprises créées par les femmes a augmenté de 200% à 2006, contre seulement 38% pour les hommes. Alors, le Canada est quand même assez particulier pour la place extrêmement importante que les femmes y ont. Alors, en Afrique, malheureusement, on a moins de données factuelles, mais on a eu un certain nombre d'études basées sur des enquêtes, des focus groups et autres, permettant de mesurer la contribution des femmes. Et les résultats sont également assez importants, comme on va le voir dans le slide qui est là maintenant à l'écran. Alors, ces études, effectivement, montrent que les femmes s'activent de plus en plus dans l'entrepreneuriat. On a documenté le cas des nanobebs du Togo, que tout le monde connaît, qui s'activent dans l'économie informelle. Mais ce n'est pas l'informel misérabiliste. Je crois que tout le monde qui a suivi nos travaux sur l'informel voit que nous, on a une approche assez stratifiée de l'informel, mettant en évidence en particulier le gros informel. Donc l'informel n'est pas forcément synonyme de pauvreté. Je crois que les nanobebs du Togo constituent un phénomène sociologique qui est assez bien documenté. On a le même type d'acteurs dans d'autres pays en Afrique, comme au Cameroun, même si les nanobebs du Togo sont les plus réputés. Au Cameroun, justement, les femmes sont très actives dans pratiquement tous les segments de l'informel, dans l'agriculture, et ainsi de suite. OK? Les enquêtes que nous avons faites dans beaucoup de pays en Afrique, notamment au Sénégal, au Bénin, au Burkina, au Cap-Vert, à Guinée-Bissau, au Gabon, au Cameroun, au Niger, au Mali, révèlent un certain nombre de tendances que ma collègue Fatou Gueye avait, Feu Fatou Gueye avait mis en évidence dans une de ses publications, qui est sortie en 2019. Il a vu que les secteurs qui polarisent le plus l'informel sont aussi les secteurs qui polarisent le plus les femmes. Vous voyez? Et donc, les PME dirigées par les femmes sont fortement concentrées dans les services, dans le commerce, dans l'industrie. Mais quand on parle de l'industrie, il ne s'agit pas de l'activité industrielle formelle, mais de l'activité industrielle informelle. Alors, et il avait effectivement mis en évidence dans ce papier, sur la base des enquêtes réalisées, que les femmes avaient moins d'options en matière d'entrepreneuriat que les hommes, moins d'options en termes de ressources financières, moins d'options en termes de ressources humaines et autres, et moins d'options en termes de capital social. Il faut comprendre que l'informel en Afrique, c'est essentiellement une question de réseau. Et les femmes sont exclues de beaucoup de réseaux. Alors, elle avait aussi, sur la base de ces données collectées dans les différents pays, montré que les entreprises dirigées par les femmes avaient tendance à être plus petites en termes de nombre d'employés, donc la taille, également en termes de formation, d'accès aux services sociaux. En général, ces entreprises-là étaient plus défavorisées. Et bien sûr, il y a les présenteurs institutionnels et socioculturels dont on va parler après.
Alors, ceci nous amène aux obstacles à l'entrepreneuriat féminin qu'on a essayé de synthétiser sur ce slide. Les obstacles sont nombreux. Comme je l'ai dit, les femmes sont plus exposées aux symptômes de l'informalité et de la précarité que les hommes. Dans notre stratification des activités informelles, nous avons classé les entreprises selon le niveau d'informalité, et le niveau le plus faible, le cluster le plus précaire, c'est le cluster qui polarise le plus les femmes. Et c'est confirmé par d'autres études. Hein. Par exemple, le BIT 2014 a montré que seuls 22% du potentiel productif des hommes était utilisé dans le monde, et ce chiffre, le niveau de sous-utilisation pour les femmes atteignait 50%. OK? Alors, comme on l'a dit tantôt, le capital que les femmes peuvent mobiliser est plus faible. Les revenus générés par les entreprises dirigées par les femmes sont plus faibles. Et les femmes ont tendance à avoir accès à moins d'infrastructures publiques. Je crois qu'il y a un livre très célèbre qui a été écrit dans ce domaine et qui s'était basé sur les résultats d'Amérique latine. Le titre, c'était Informality, Exclusion and Exit. Et nos résultats en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale ont eu tendance à prouver que c'était aussi vrai et dans cette partie du monde. Comme également les statistiques de Mme Gueye avaient montré, dans les pays qu'on a visités, les femmes effectivement étaient polarisées dans certaines activités comme le commerce des gargotes et autres. OK? Alors, il y a maintenant, en dehors des barrières socio-économiques, il y a les barrières socio-culturelles et institutionnelles. Il y a énormément d'obstacles au travail des femmes. Et ça, c'est vrai au niveau du secteur moderne, mais aussi c'est vrai davantage au niveau de l'informel. Il y a une sorte de plafond de verre qu'impose à la femme la distribution des rôles et des responsabilités au niveau de la société. Les dames sont confinées dans des rôles qui ne permettent pas de valoriser le travail. Ça veut dire que même lorsque, en termes de nombre d'heures, il faut un effort physique ou intellectuel plus intense que celui des hommes, les statistiques, je veux dire, ça ne se traduit pas nécessairement en termes de statistiques, parce qu'encore une fois, ce n'est pas forcément des travaux qui sont payés, ce n'est pas forcément des travaux qui sont comptés dans le PIB. Et donc, voilà quoi, ça c'est un souci. Et même lorsque elles ont des entreprises, ces entreprises-là ont tendance à venir suppléer aux ménages en cas de difficulté, contrairement aux entreprises qui sont dirigées par les hommes. Et voilà, je voudrais partager quelques-uns de nos chiffres qui tendent à étayer ces différents points qui ont été soulevés. Ici, on a essayé de répartir les entreprises selon le statut d'informalité et le sexe du dirigeant, hein, avec les données du Cameroun. Vous voyez, si vous regardez sur les strates qu'on a, les entreprises du formel, les entreprises du gros informel et les entreprises du petit informel, c'est-à-dire ce qu'on appelle en langage courant l'économie de la débrouille, vous voyez que les hommes sont à presque 50% dans le formel, 6% dans le gros informel, 43% dans le petit informel. Alors, si vous regardez les femmes à Douala, 83% des femmes sont dans le petit informel. Donc, ça confirme ce qu'on disait, et seulement 10% dans le formel et 6% dans le gros informel. Et à Yaoundé, si vous regardez les femmes, 80% des femmes sont dans le petit informel, et seulement 2%, disons, dans le gros informel, 17% dans le formel. Vous voyez, ça montre ce qu'on disait, les femmes sont principalement confinées dans l'informel de la débrouillardise, quoi. Parce qu'il y a plusieurs catégories d'informels. Il y a des gens qui se cachent juste dans l'informel, mais en termes de chiffre d'affaires, ils font mieux que le formel. Ce que les Marocains appellent les faux forfaitaires. Vous voyez, les gens de l'informel, en général, ils sont taxés au forfait,
Mais on s'est rendu compte, on pensait que c'était seulement en Afrique subsaharienne, mais lorsqu'on a étudié le cas du Maroc, on s'est rendu compte que ce phénomène existait. Il y a des gens qui sont à Derb Khalaf, dans la banlieue de Casablanca, et quand vous voyez seulement le lieu de travail, vous pensez qu'ils n'ont rien, mais comme les gens de Sandaga, ils brassent beaucoup plus d'argent que beaucoup d'entreprises qui se considèrent comme formelles. Mais si vous regardez au niveau des statistiques, comme le tableau précédent l'avait montré, voilà, c'est au niveau de l'informel, de la débrouillardise qu'on trouve les femmes. Alors, on a aussi la polarisation circulaire dont j'ai parlé. Les femmes sont essentiellement dans les activités qui polarisent le plus l'informel. Vous voyez, le commerce, si vous comparez à Douala, le commerce, il y a plus de femmes dans le commerce que d'hommes dans le commerce. À Yaoundé, c'est pareil. Vous voyez, pour les PTP, c'est moins vrai. Pour les services, c'est plus marqué. Vous voyez, voilà, c'est quelques faits stylisés que j'ai voulu comme ça montrer pour étayer quelques arguments qu'on avait posés avant. Oui. S'il vous plaît, est-ce que oui. Alors maintenant, niveau de rémunération, ça c'est important. On regarde les gens qui sont payés à moins de 75 000. OK? Alors, et vous voyez, pour les femmes, c'est 43% à Douala et 28% pour les hommes. À Yaoundé, l'écart est moins marqué. Okay. À contrario, si vous regardez les gens qui sont payés à plus de 200 000 francs, vous voyez, à Yaoundé, à Douala, il y a 39% d'hommes et 27% de femmes. Et à Yaoundé, après, les mêmes tendances. Oui, le slide. Selon la mobilité du lieu de travail, si on regarde, par exemple, à Douala, 79% des hommes sont dans un lieu de travail fixe, contre 43% des femmes. À Yaoundé, après les mêmes tendances. Quel que soit le critère qu'on utilise, on se rend compte que les femmes sont effectivement polarisées dans les activités de la débrouillardise. Oui, je crois qu'il y a encore quelques nombre d'employés. Donc, la petitesse qui me dit donc la taille de l'entreprise. OK, et vous voyez que c'est la même chose. Hein? 86% des femmes de Douala sont dans des activités qui ont moins de 5%. Et pour Yaoundé aussi les mêmes tendances. Ouais, et souvent, quand on parle de réseau, on a documenté beaucoup de cas comme chez le Yoruba au Nigeria et chez les Igbo, où les femmes, quand elles travaillent en fait pour les maris. Ça pour commercialiser les activités agricoles des maris ou pour des époux ou pour les suppléer d'une autre façon. Donc, voilà très rapidement ce que j'ai voulu partager. Il y a énormément de problèmes concernant la présence des femmes dans les économies nationales, en particulier en Afrique, malgré le momentum qui est observé récemment et qui montre qu'effectivement cette contribution est non négligeable et qu'elle a tendance à être de plus en plus forte, mais qu'il y avait des réels problèmes. Des problèmes au niveau de l'emploi, des problèmes au niveau de l'entrepreneuriat. Je crois qu'il y a des pesanteurs institutionnels et socioculturels qu'il faudra sans doute lever pour une meilleure participation des femmes à l'activité économique. Parce que justement, ce que les évaluations du PIB en termes de patrimoine montrent, c'est que plus la contribution des femmes est substantielle, plus l'impact sur l'économie est important. Je crois que c'est sur ça que je voulais m'arrêter. J'espère pouvoir continuer les échanges le cas échéant. Merci. Merci grandement, Monsieur le Recteur, pour cet excellent exposé. Je l'appellerai l'état des lieux ou la situation sur le terrain, qui va nous permettre d'entrer dans le vif du sujet avec des acteurs de premier plan qui œuvrent à résoudre les problèmes auxquels les femmes entrepreneurs sont confrontés. Je suggère que nous enchaînions immédiatement avec Madame Sok. Madame Sok est à l'origine d'une importante initiative appelée le Women's Investment Club, dont l'un des enjeux précisément est de faciliter l'émergence de l'entrepreneuriat féminin en faisant la promotion de ce qu'ils appellent en anglais
le Gender Lens Investing en anglais. L'idée essentiellement, c'est d'encourager les détenteurs de capitaux à cibler les entreprises qui sont soit mises en œuvre par des femmes, soit gérées par des femmes, ou alors des entreprises dont les produits et services bénéficient essentiellement à des femmes. Donc, dans la région Afrique de l'Ouest, nous avons une championne que nous avons réussi à avoir pour ce symposium. Donc, Madame Sok, s'il vous plaît, j'aimerais que vous partagiez avec nous ce que vous faites pour essayer de résoudre ces difficultés qui ont tendance à confiner les femmes au secteur informel et encore pire, au petit informel dans notre région. S'il vous plaît. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. C'est un plaisir de retrouver beaucoup de visages que je connais. En tout cas, merci beaucoup. Donc, le WIC ou le Women's Investment Club a vu le jour initialement en fait en 2015. On a fait un déjeuner le 8 mars pour discuter des problématiques que les femmes ont pour accéder au financement. Et c'est à partir de là qu'on s'est rendu compte que la microfinance a fait beaucoup de belles choses, donc pour appuyer les femmes à se lancer, mais qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui, à une certaine étape de la vie de l'entreprise, veulent aller plus loin ou de l'activité. Et très souvent, comme vous le savez, c'est en train de changer. Donc, s'il y a des banquiers parmi nous, ne vous fâchez pas. On remarque que le changement commence. Mais jusqu'à ce jour, c'est plus difficile pour une femme d'avoir accès à un financement bancaire pour plusieurs raisons. Aussi, on recevait beaucoup d'acteurs, d'investisseurs qui venaient de partout et qui nous disaient, nous, on ne trouve pas ces investisseurs femmes pour pouvoir investir dans leurs activités en tant que venture capital. C'est un investissement pour prendre des parts dans l'entreprise. Et on leur disait, ben, nous, on ne comprend pas parce que nous, on voit beaucoup de structures dirigées par des femmes autour de nous et qui sont prêtes à passer à la prochaine étape. Mais en discutant aussi plus avec des femmes, on s'est rendu compte qu'il y a un problème parfois de compréhension ou d'alignement. Et certaines des thématiques, on en a entendu aujourd'hui dans la session avant celle-ci. Certaines femmes nous disaient, mais est-ce qu'ils vont comprendre que moi, j'ai besoin de travailler à des heures différentes parce que j'ai les enfants ou il y a d'autres, le samedi, peut-être, j'ai d'autres éléments à gérer. Est-ce qu'ils vont comprendre? Donc, en fait, les femmes aussi hésitaient à aller vers ces investisseurs-là. Et là, on s'est inspiré de choses que nous, on comprend en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone. Ce sont les tontines. Donc, on a tellement de mécanismes traditionnels, on sait se mettre ensemble, on sait apporter nos économies pour appuyer quelqu'un d'autre. On sait le faire et vous dites à n'importe quelle femme au Sénégal, quel que soit le secteur dans lequel elle évolue, elle se retrouve. Et donc, on a mis ce modèle en place et en un rien de temps, 99 femmes ont chacune apporté 5 millions de francs CFA pour devenir membre. Vous direz c'est élevé, mais ça, c'est une toute autre discussion. Elles ont cotisé chaque mois 100 000 francs jusqu'à atteindre les 99 qui sont autorisés par le régulateur dans la sous-région. Et c'est comme ça qu'on est très rapidement arrivé à 1 million de dollars pour décider ce qu'on veut faire, pour bien identifier les critères d'investissement, les secteurs, etc., avant même de pouvoir inviter d'autres bailleurs de fonds, d'autres partenaires à se joindre à nous. On a dit, voilà ce que nous, on met sur la table et c'est très, très puissant de dire que nos communautés, nos pays peuvent s'organiser pour définir comment est-ce qu'on va financer suivant des mécanismes qu'on connaît. Donc, aujourd'hui, le WIC a beaucoup plus de 2 millions de dollars en train de lever pour un fonds de plus de 10 millions de dollars, a déjà investi dans presque 20 structures dirigées par des femmes au Sénégal. Le WIC a été répliqué en Côte d'Ivoire et au Bénin et avec d'autres pays non francophones qui veulent également s'inspirer de ce modèle. Je peux en parler toute l'après-midi, donc je vais m'arrêter là. Merci grandement, Madame Sok, pour ce témoignage, ce partage d'expérience. Donc, Monsieur Malik, si ça ne vous dérange pas de partager avec nous quelques éléments du travail que vous faites sur le terrain. Avec plaisir. Bonjour tout le monde.
Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de partager ce projet. Tout d'abord, j'aimerais vous demander de m'incliner devant mon professeur ici. Mais la plupart déterminante. La plus déterminante, c'est ceci dit, nous autres, à Développement international des jardins, ce qu'il faut dire, c'est que le Développement international des jardins, c'est la composante à l'international du mouvement des caisses des jardins qui est une banque à caractère coopératif qui est établie au Canada, plus précisément. Et des jardins, à partir de 1970, on a mis en place justement cette unité à l'international pour partager cette expérience-là que Desjardins a eue avec une institution domestique, avec le reste du monde. C'est comme ça que l'idée a vu le jour. Et donc, nous, notre spécialité, c'est l'assistance technique dans tout ce qui est services financiers de proximité, mais également de l'investissement. Madame parlait tout à l'heure des limites du financement en microfinance. Nous en sommes conscients, nous en sommes conscients. Et c'est justement entre autres choses qui fait que les approches ont évolué. On a deux leviers d'intervention. Un levier qui porte sur l'assistance technique de conseil en services financiers de proximité, mais également un levier investissement où on a des fonds du mouvement des jardins à hauteur de 50 millions de dollars que nous, Canadiens bien sûr, que nous investissons dans des institutions de banque avec des la problématique de l'autonomisation économique des femmes et l'autonomisation économique de façon générale est une préoccupation forte chez nous. Parce que nous, notre mission, c'est justement contribuer à cette autonomisation économique des populations, surtout au niveau des clientèles des pays en développement, des clientèles telles que les femmes. Donc, et ça, comment nous le faisons? Nous pensons que l'inclusion financière est un outil pour arriver à cette autonomisation économique. Et de ce point de vue-là, c'est l'expérience même du mouvement général. Ce que le mouvement des jardins a permis au Québec en tant que province au niveau du Canada, économiquement parlant. On s'appuie beaucoup sur ça avec la conviction profonde que accéder à des services financiers permet de se prendre en charge pour se donc, c'est une conviction très forte. Il s'agit du financement des femmes, parce que nous, notre spécialité, c'est le financement. Je peux parler le professeur parlait tout à l'heure des contraintes à l'entrepreneuriat des femmes. Le financement en est une. Et nous avons développé une approche de financement des femmes conjointement avec les institutions dans lesquelles nous investissons, mais également dans les institutions auprès desquelles nous avons une intervention. Parce que notre approche, elle est vraiment, c'est une approche que nous voulons globale, parce que nous considérons que la femme, pour qu'elle puisse entreprendre avec succès et de façon significative, c'est important que voire même 4 éléments soient remplis. Il faudrait qu'elle ait les compétences techniques dans le domaine qu'elle aura choisi, que ce soit du commerce ou quoi que ce soit. La technicité, elle est importante parce que les produits qu'elle va amener sur le marché doivent être compétents. La deuxième contrainte qu'il faudrait lever, c'est la contrainte qui a trait aux capacités managériales, gérer une entreprise. C'est quand même des capacités qui sont aussi très importantes. Et dans cette capacité managériale, nous mettons toute la dimension réseautage. C'est quelque chose qui est très déterminant pour un entrepreneur. Intégrer des réseaux, des communautés d'affaires, être en mesure d'avoir l'information essentielle pour un entrepreneur. Troisième élément, et non des moindres, c'est toute la dimension accès au capital. Bien souvent, les limites que Madame soulignait tiennent du fait que les institutions financières méconnaissent véritablement cette clientèle. Ils n'ont pas souvent tout ce qu'il faut comme véhicule de financement, surtout pour être en mesure de se construire pour les accompagnants, développer tout ce qu'il faut pour ça. Et dans le cas des femmes, ce qui s'ajoute, il y a toute la dimension préjugée,
s'agit à ces trois composantes. Souvent, là, il y a beaucoup de préjugés autour des barrières autour de l'entrepreneuriat. Une femme ne peut pas faire ça. Donc, ça fait que aux trois conditions, nous ajoutons une quatrième lorsqu'il s'agit de financement de la clientèle. Et nous intervenons au sein des institutions financières pour les aider, mais également nous mettons en œuvre des projets de développement qui visent l'autonomisation économique des femmes, et ça à partir de fonds publics canadiens pour la plupart, mais également de fonds de la population. Très heureux d'être là et voilà un peu. Merci grandement, M. Sey, pour ce partage d'expérience qui vient s'ajouter à celle de Madame. Donc, nous avons commencé avec l'exposé du professeur Alimbaï, recteur de l'Université Cheikh Anta Diop, qui, du point de vue de la recherche, nous a permis de faire l'état des lieux, d'avoir une image de la situation sur le terrain. Ensuite, nous venons d'écouter deux acteurs de terrain qui œuvrent à accompagner les femmes entrepreneurs. Alors, ce que nous savons sur la base des travaux disponibles, que ce soit conduit par des partenaires du CRD dans la sous-région ou à l'international, c'est qu'en matière d'entrepreneuriat, le taux de suivi des entreprises est extrêmement faible. Il ressort que la plupart des entreprises se cassent le nez après seulement 3 années d'existence. Donc, pour les femmes, que ce soit dans le formel ou l'informel, déjà survivre à ces 3 années, c'est un exploit. Et c'est pour avoir une idée un peu plus précise de ces difficultés rencontrées par les entreprises, je dirais, dès leur naissance, que nous avons voulu écouter la perspective de Madame Bousseau, qui est la promotrice d'une start-up dont elle va nous parler plus en détail et nous dire quelles sont les difficultés auxquelles les start-up sont confrontées de façon générale et encore plus particulièrement les start-up portées par des femmes. Nous l'avons compris, l'accès au capital pour des femmes entrepreneurs, même aguerries, n'est pas évident. À plus forte raison, j'imagine, pour des femmes porteuses de start-up. Donc, Madame Bousseau, s'il vous plaît. Merci, merci, M. le Président. Merci au professeur Alimbaï. Alors, je suis effectivement chef d'entreprise depuis quelques années maintenant. Mais auparavant, j'étais salariée. J'étais justement à la délégation générale entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes qui n'est pas finalement présente aujourd'hui. Donc, qui travaille essentiellement avec des artisans hommes, essentiellement. Et dans ce cadre, en fait, j'ai donc un atelier de production. Donc, c'est vraiment aujourd'hui offrir des mobiliers de qualité avec d'excellentes finitions, mais qui permettent aussi aux artisans en fait de monter en compétences, mais aussi d'avoir un impact économique pour leur apport sur les marchés en fait que je les apporte en fait à travers nos clients. Alors, premièrement, sur les défis, vous l'avez dit tout à l'heure par rapport à l'accès au financement. Personnellement, j'ai voulu d'abord être accompagnée techniquement. Parce que, en fait, en réalité, pour moi, le financement viendrait en deuxième position. Car très souvent, vous l'avez dit tout à l'heure, sur le taux de survie en fait, des entreprises, qui en moins de 5 ans, en fait, il y a plus de 80% des entreprises qui meurent. C'est vraiment mondial. Ce n'est pas que les femmes, mais très souvent, en fait, on se sent seul en tant qu'entrepreneur. Et heureusement qu'il y a des structures en fait qui sont là, qui ont eu à nous accompagner. Il y a eu le HIC, j'ai eu à bénéficier, pas forcément encore du financement, mais en tout cas de l'accompagnement technique avec la HIC Academy, qui permet justement de renforcer les compétences managériales et techniques pour pouvoir assurer pleinement la pérennité en fait de l'entreprise. Et ensuite, préparer en fait l'investissement. Parce que comme l'a dit Madame Sock, il y a effectivement, il y a le BIC, il y a aussi la délégation générale entrepreneuriat rapide, il y a énormément d'outils en tout cas qui sont mis en place par l'État pour soutenir les femmes. Et nous avons en fait un réel
un réel besoin un réel besoin de, comment on appelle ça, enfin, excusez-moi, je perds mes mots, un réel besoin de travailler ensemble, en fait, surtout, de travailler ensemble, parce qu'aujourd'hui, j'ai, en tout cas dans mon activité, en fait, dans Kassan, je travaille essentiellement avec des hommes, et excusez-moi les hommes, hein, mais la contrainte que j'ai personnellement, c'est le machisme qu'on ressent, en fait, en tant que femme. Il est très difficile en tant que femme, en fait, de pouvoir vraiment donner son avis et qu'il soit accepté. C'est culturel, hein. C'est culturel. Je le sais, moi, je suis originaire de Durbel, je suis profondément ancrée dans mes origines et valeurs. Mais voilà, on a quand même ces contraintes culturelles, en fait, auxquelles nous faisons face. Et c'est pas forcément évident en étant maman, en étant mariée, d'allier en fait l'activité d'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, c'est vraiment une course de fond. C'est une course de fond et on a vraiment énormément de défis en fait à relever le challenge. Et en tout cas, personnellement, c'est vraiment les ressources humaines ont été vraiment un frein. Enfin, un frein, je ne sais pas comment le dire, je ne sais pas si c'est un frein ou non. Mais voilà, on a le capital humain qui est extrêmement important et qui nous permet en fait de vraiment de relever en fait nos défis. Et très souvent, on se retrouve à être seul parce qu'on a un manque de moyens, mais aussi, voilà, on a besoin d'efficacité. C'est assez compliqué en fait. Voilà. Merci grandement pour ce partage d'expérience. Alors, ce que je voudrais faire, c'est permettre une interaction avec la salle, afin que ce ne soit pas un monologue depuis le panel vers vous, mais que vous ayez l'opportunité d'interagir avec les panélistes. Donc, je voudrais inviter des questions, s'il y en a. Avec votre permission, je voudrais enchaîner avec une deuxième et dernière question pour nos panélistes. Alors, la question, la voici. À travers vos interventions, il est ressorti qu'en tant qu'acteur, je dirais, du développement, vous, peut-être pas vous, qu'il n'y a pas toujours l'information nécessaire pour accompagner les femmes de façon appropriée. Je pense que monsieur Malik, monsieur Sey, a parlé de la difficulté que les banques ont souvent à bien cerner les besoins des femmes entrepreneurs. Je pense que c'est revenu également dans l'intervention de Madame Sock. La question que je voudrais poser, c'est comment vous vous y prenez pour satisfaire vos besoins en connaissance sur l'état du marché? Dans quelle mesure vous rapprochez-vous de la communauté universitaire qui, comme vous l'avez vu, fait des recherches vraiment détaillées dans une perspective, comme on dit, intersectionnelle, c'est-à-dire où on différencie les femmes selon leur niveau d'éducation, selon leur lieu de résidence, urbain, rural, selon même leur statut matrimonial, et donc qui offre ce potentiel d'avoir des produits véritablement presque taillés sur mesure pour répondre aux besoins des femmes, dépendamment de leur situation particulière. Donc, en termes de contribution potentielle à la recherche, comment vous la voyez? Je dirais en tout cas, nous, en ce qui nous concerne, au niveau des jardins, il y a un lien très étroit avec le milieu universitaire, pour être plus précis avec HEC Montréal. L'idée a établi une collaboration avec HEC Montréal pour travailler sur tous les parcours entrepreneuriaux que nous dispensons sur le terrain. Nous les avons conçus avec ces partenaires-là. On a une banque en Tunisie qui utilise l'ensemble de cette méthodologie qui est développée conjointement avec HEC Montréal. Je suis ici parce que justement, on a un partenariat avec le CRDI. Donc, on est en train d'explorer justement parce que de plus en plus, nous croyons beaucoup à établir un pont entre le monde universitaire, le milieu de la recherche et également le milieu des entreprises. Donc, nous croyons fortement à ça et nous sommes en train de développer des partenariats dans ce sens. Les 100 ans d'expérience de Desjardins, parce que la première caisse de Desjardins date de
1906, quand on a une siècle d'existence. Donc, tout ce qu'on a appris pendant cette longue période-là nous a conforté sur le fait que ce lien-là était important. Et aujourd'hui, ce qui s'ajoute, c'est qu'à la fois, nous développons au Canada, par exemple, mais aussi, de plus en plus, nous cherchons des partenariats avec des centres de recherche ou des universités du Sud. Parce que de plus en plus, nous nous déployons dans le Sud. Et là également, il nous arrive de confronter aux limites de nos approches, de nos stratégies telles qu'elles existent au Canada. Donc, c'est une avenue que nous sommes en train d'explorer. C'est entre autres raison de ma présence ici, d'explorer davantage. Je suis bien heureux de voir. J'aime bien. Merci. Oui, madame? Merci. Je réfléchis, il y a tellement de thèmes que je réfléchissais lequel mettre sur la table. Nous, de ce qu'on a appris à ce jour, c'est dans nos pays, entreprendre veut également dire gérer toute une chaîne de valeur. On est dans des pays où on ne peut pas dire je vais juste me concentrer sur telle partie. On entre dedans, on se rend compte qu'on doit être aider pour les politiques. Parfois on se dit je vais faire quelque chose qui est sur une plateforme digitale. On se rend compte il faut produire le produit ou aider à le produire en tout cas de manière plus intentionnelle qu'on ne le pensait. Il faut. Donc ça devient la logistique, etc. Il y a tout d'autres aspects qui viennent très très rapidement se rajouter. Et il n'y a pas encore, je pense, ce lien direct avec ces entrepreneurs et la recherche. Donc, comment créer ce lien pour que la recherche puisse bien comprendre les besoins d'un acteur du secteur privé bien précis. Et c'est là que je pense qu'il y a des choses à faire. Moi, j'ai porté à part le WIC, il y avait la frustration du financement. Après, il y a eu la frustration de mettre en place des entreprises. Donc, j'ai cofondé un venture builder avec quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on voit. On a un partenariat avec l'Institut Pasteur de Dakar. Comment prendre leurs recherches et directement avec le venture building, qui est la création d'entreprises, comment directement les associer pour que de la recherche médicale, on puisse maintenant avoir des produits qui peuvent être sur le marché. Et ces liens directs, je pense qu'il faut en créer beaucoup, beaucoup plus entre la recherche et les acteurs des startups. Oui, en fait, je confirme, parce qu'en fait, on a dans mon expérience en tant que salarié quand j'étais à la DER, on avait énormément de start-upers en fait qui avaient cette problématique, qui sont souvent, ça peut être des docteurs en chimie, etc., qui ont eu à avoir leur expérience à l'étranger, où il y a une forte implication de la recherche, ce qui n'est pas le cas en tout cas au Sénégal malheureusement. Et donc, je très bien effectivement que les entrepreneurs puissent avoir accès en fait directement à la recherche pour le développement de leur entreprise. En tout cas, moi personnellement, dans le secteur de la menuiserie, c'est disons l'expertise surtout, comment dire, l'expertise technique qui est plutôt recherchée. C'est pas forcément de la R&D, mais voilà, c'est vraiment savoir en fait les données techniques appliquées au niveau de la menuiserie. Celui, par exemple, quel est le poids maximal qui doit être utilisé. Enfin, c'est ce qui manque vraiment en fait au niveau local. Sur ce, et avec votre permission, je voudrais clore ce panel, à moins que monsieur le recteur veuille dire un mot de fin. Non, juste des mots de remerciement à l'endroit du public et aussi à l'endroit de mes companélistes. Ils ont apporté des perspectives extrêmement intéressantes sur le sujet. Je suis content de retrouver mon ancien étudiant. Voilà, merci. Et nous qui vous remercions, monsieur le recteur. Merci.